Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Nous ne disposons pas de statistiques officielles sur le sujet, mais nous vivons dans notre société, nous pouvons véritablement saisir son pouls. On divorce plus facilement et on décide de se remarier avec moins de tabous. Sauf que dans certains cas, on a fondé une famille avant, on a eu des enfants. Alors comment reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle famille, non pas à 2, mais à 3, 4, 5, voire plus? Peut-on parler de mode d'emploi, de famille recomposée? En tout cas, c'est ce que je vous propose comme sujet aujourd'hui. Bienvenue à vous. Famille recomposée, y a-t-il un mode d'emploi? On en parle avec deux spécialistes. Rita El Ami, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes psychologue clinicienne et Soraya Drissi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'accepter l'invitation de l'émission. Je suis ravie. Vous êtes coach et hypnothérapeute. Et en fait, au départ, je ne vous cacherai pas que pour le titre, j'avais mis famille recomposée, mode d'emploi. Et après, je me suis dit, peut-être qu'elles ne seront pas d'accord avec moi, peut-être qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et on va faire ça autrement, on va poser la question, y a-t-il un mode d'emploi? Alors, on l'a dit en introduction, mais on le répète, il n'y a bien sûr pas de statistiques réelles sur ce sujet-là. Combien, enfin, en termes de remariage, de préparation, de famille recomposée, etc. Mais on va aller sur le terrain à travers vos pratiques respectives. Rita et Soraya, dans vos cabinets, est-ce qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, de familles qui se forment? Est-ce que les gens sont plus conscients de l'importance de s'y préparer? Je vous pose la question, Rita, pour commencer. Oui, tout à fait. Je dirais qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, sous différentes formes, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, on voit de plus en plus d'enfants avec des beaux-parents, des belles-mères, des frères, des demi-frères, des demi-sœurs, de nouvelles formes de familles qui se constituent. Justement, mais quand vous dites on voit, c'est vous voyez en cabinet, ces gens, ils viennent pourquoi? Pour des problèmes qui résultent de ces familles recomposées ou pour se préparer à construire une famille avec différents membres qui existent déjà? Alors, se préparer, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui prépare justement le terrain. D'accord. La majorité des enfants que je rencontre en thérapie, dans le cabinet, c'est vraiment pour des difficultés de rivalité, de non-acceptation du conjoint, voilà, toutes les crises qui arrivent après la reconstitution de la nouvelle famille. Et pour vous, Soraya Drissi, est-ce que c'est la même expérience ou Oui, effectivement, je partage l'avis de Rita. Effectivement, il n'y a pas encore aujourd'hui des personnes qui se préparent pour une famille recomposée, pour un mariage et voilà, une fratrie à recomposer. Okay. Et effectivement, on va plus voir des difficultés chez des enfants qui ont du mal à accepter le beau-père ou la belle-mère et qui vit un certain nombre de difficultés. Je pensais véritablement qu'il y avait, en préparant l'émission, qu'il y avait déjà une prise de conscience des défis qui attendraient ce nouveau couple face à cette nouvelle famille recomposée et que ce nouveau couple se préparait plus à avoir de l'information, à chercher l'aide des spécialistes pour ne pas tomber dans les problèmes. Mais vous dites que non, on ne se prépare pas encore. On se marie plus facilement. On a brisé le tabou du remariage, du divorce, du remariage, mais on ne prépare pas le après. On se dit on va improviser. On va improviser, c'est ça. Et la difficulté, justement, c'est que on peut improviser dans un premier mariage où il n'y a pas encore d'enfants, etc. Mais on ne pense pas qu'en fait, dans ce genre de cas, il est essentiel de ne pas improviser et en fait, de se préparer pour ce genre de situation. C'est ça. Mais en fait, ma prochaine question, c'était quelles sont les principales interrogations? Mais en fait, on va dire, j'ai presque envie de dire, les gens n'ont pas d'interrogation, ils ne se posent pas trop de questions, ou bien ils s'évitent de se les poser pour ne pas se dire, bon, c'est tellement compliqué, stop, j'arrête tout. Mais en fait, il y a de tout. Il y a de tout. On a certains parents, effectivement, qui sont anxieux et qui, eux, vont se préparer à leur manière. Ils vont aller sur Internet, faire des recherches, lire des articles, etc. On a d'autres qui sont beaucoup plus dans le fantasme de l'idéalisation du nouveau conjoint et qui ne sont pas prêts encore, justement, à comprendre qu'avec le conjoint, il y a un package et qu'il y a des difficultés inhérentes, justement, à la constitution de cette nouvelle famille. Bien sûr. Alors, l'idée n'est pas de faire peur.
à ces personnes qui veulent se lancer dans cette aventure, qui peut être merveilleuse si elle est bien construite. Nous avons déjà fait des émissions sur la vie à deux, l'arrivée du premier bébé, et on voit combien ça peut être difficile, combien ça peut créer pas mal de déceptions. Alors, encore plus peut-être si c'est un deuxième mariage avec une véritable famille recomposée, des enfants d'autres unions. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en jeu. L'idée n'est pas de faire peur, mais l'idée est d'accompagner ces jeunes couples et ces couples un peu plus âgés, ces familles qui veulent se reconstituer. C'est vrai que la décision de reconstruire un couple, une famille, c'est très personnel, c'est très privé. Mais pour vous, en tant que spécialiste, à ce moment-là, dans cette histoire-là en particulier, qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce qui se joue, Rita? Mais il y a une répétition de la relation parentale, hein, c'est-à-dire qu'inconsciemment, nous rejouons tout au long de notre vie la relation qu'on a eue avec notre propre maman, notre propre papa, mais aussi la relation parentale qui s'est passée entre nos parents. Donc très souvent, avec une première séparation, il y a déjà de grosses blessures narcissiques, il y a notre image au niveau de la société, il y a les difficultés des enfants, les difficultés matérielles souvent qui sont là pour les mamans. Enfin, c'est quand même beaucoup de choses qui se jouent lors de la rupture. Alors quand on arrive à rencontrer un futur mari ou une future épouse en général, on n'est pas prêt à revivre des choses qu'on qualifierait de négatifs. Et donc, comme on a nos mécanismes de défense, eh ben, on a tendance justement à se projeter dans quelque chose qui serait principalement positif. Et encore une fois, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'idée n'est pas de faire peur aux parents, parce que c'est vrai qu'il y a des familles pour qui ça se passe très bien. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses à faire et des choses à éviter. Ce n'est pas des conseils, mais on va dire qu'il y a des petites choses quand même à éviter pour ne pas tomber dans les difficultés. Donc il y a un petit mode d'emploi quand même. Il y a un petit mode d'emploi? Pour moi, je ne dirais pas de mode d'emploi, je dirais plutôt des choses à éviter. D'accord. Alors, on va y aller avec, on va dire, le terrain. Deux personnes se rencontrent. On va prendre le cas de figure où les deux ont des enfants. D'un premier mariage, deux personnes se rencontrent, décident de se marier, de s'unir. À quel moment on en parle à ses enfants? Je vous pose la question, Soraya. À quel moment? En fait, dès qu'on est déjà OK, enfin on est d'accord, on est prêt, on en parle, mais en fait on prépare. C'est-à-dire on prend le temps d'aller à la rencontre de cet enfant, de préparer une rencontre qui ne soit pas bien sûr le fruit du hasard, c'est-à-dire vraiment on prépare et qu'on présente cette personne comme étant un ami, une amie. Vraiment, on ne va pas, dès le départ, mettre l'enfant dans... Voilà ton futur beau-père, ta future belle-mère. Belle-mère. C'est-à-dire vraiment, il est essentiel de laisser le temps à l'enfant d'intégrer. Parce que comme elle disait Rita, effectivement, déjà l'enfant, d'où est-ce qu'il vient après une rupture, avec toute cette séparation, tout ce qu'il a dû vivre après un divorce. Donc il a besoin vraiment de se préparer à cette nouvelle vie et qui commence à peine qu'on commence à peine à lui montrer. C'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est, bien sûr, avant la célébration, avant vraiment de concrétiser son mariage, c'est quoi, pendant la période de fiançailles ou quand on décide de se marier? Peut-être bien Mais vraiment, avant. Techniquement, comment on fait? Honnêtement, bien avant, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir quelles sont les appréhensions de l'enfant. Et ça, on ne va pas le découvrir. Pas l'aval de l'enfant. Bah oui. On n'attend pas l'aval, mais on a besoin de connaître quelles sont ses appréhensions pour pouvoir les accompagner. OK. Alors, si j'ai bien compris, on n'attend pas l'aval de l'enfant, et on va revenir sur ce point parce que beaucoup de parents attendent qu'il y ait des atomes crochus aussi entre l'enfant et le futur beau-père, future belle-mère, et on va voir ce que vous en pensez. Mais voilà, on est deux, on sent que ça prend bien entre nous et on sent qu'on pourrait reconstruire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il faut en parler aux enfants. Vous dites, on ne dit pas, voilà, je compte me marier.
Vous dites, ça c'est un ami proche, c'est une amie proche? C'est-à-dire c'est important que l'enfant soit préparé à l'avance. Et il y a aussi, en fait, parce qu'avant d'arriver à l'enfant, on est d'accord qu'on ne rentre pas dans une forme d'union simple comme on les connaît. Il ne s'est jamais marié, il n'a pas d'enfant. Moi, je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas d'enfant. C'est que là je te prends avec toute ton histoire, tes enfants compris. Donc, j'ai besoin, en fait, aussi de m'intégrer dans cette histoire. Oui, mais ça, c'est du point de vue de l'adulte. Mais si on devait revenir à l'enfant, Rita, parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent « Mais comment je lui dis? Qu'est-ce que je dis à mon enfant ?» Mais c'est vraiment aussi terre-à-terre que ça. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Alors, terre-à-terre, déjà, on ne ment pas. On n'invente pas d'histoire. On ne fait pas passer le futur conjoint pour étant le copain ou le voisin. Il faut être clair avec l'enfant et dire les mots tels qu'ils sont. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un avec qui peut-être il y aura peut-être un mariage. C'est-à-dire qu'il faut déjà ouvrir une porte et dire qu'il y a une relation et qu'elle pourrait aboutir ou pas. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, pardon, mais quand vous dites aboutir ou pas, c'est qu'à ce moment-là, soi-même, on n'est pas encore sûr de vouloir s'engager avec cette personne? Non, on est sûr de vouloir s'engager, voilà. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Il peut toujours y avoir des ruptures de dernière minute, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais ce que vous dites, ce n'est pas impliquer l'enfant dans la relation alors que rien n'a été joué encore. Non, voilà, c'est-à-dire que l'enfant, pour moi, il arrive à la fin. Alors la fin, ce n'est pas une semaine avant, mais c'est quand même quelques mois avant ce qui a été prévu. Et la préparation dont tu as parlé, Soraya, c'est vraiment une préparation qui, pour moi, est plus de l'ordre de l'écoute que du conseil. C'est-à-dire que l'enfant, et quand je dis l'écouter, c'est prendre le temps. Et ça prendra des semaines d'écouter, de comprendre et d'analyser ses appréhensions. Parce que très souvent, nous, par exemple, dans les cabinets, qu'est-ce qu'on entend? C'est papa va se marier, donc... il va me laisser tomber, il ne va plus demander d'après nous, il va avoir une nouvelle femme. Alors, il y a aussi l'histoire des bébés, il va avoir des bébés et il va nous oublier, etc. etc. C'est-à-dire que ce qui angoisse l'enfant, ce n'est pas tellement cette séparation, ce n'est pas tellement la reconstitution d'une nouvelle famille. C'est sa place à lui, non? C'est qu'il va perdre sa place réelle et sa place symbolique. Parce que... Et j'en profite là pour justement dire une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on a des fois, quand les parents se séparent, et là on le voit plus du côté des mamans, quand elles ont un petit garçon, le petit garçon, il est vraiment parentifié, c'est-à-dire qu'il prend la place du père. Il dort dans le lit parental et quand il ne le fait pas, eh bien, il fait la loi à la maison et la maman va se concerter avec lui. Donc il n'est plus le fils, il devient le père, il devient l'homme de la maison. Donc il a un statut, il a une place qui est importante. Et quand la maman va venir justement un jour, un an après ou même 10 ans après pour dire voilà, j'ai connu quelqu'un, l'angoisse viscérale de l'enfant, c'est de perdre sa place. Ce n'est pas tellement la présence de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, vous dites, on l'implique dès le départ, enfin, juste avant ce qui a été prévu comme célébration. Vous dites pas une semaine avant. Dire, justement, j'ai rencontré quelqu'un, il se peut que l'on se marie. Et à ce moment-là, être dans l'écoute. Rita disait, les principales angoisses et peurs, c'est cette perte de la place symbolique de ce statut dans la famille, de cet enfant-là vis-à-vis de l'autre parent qui s'engage. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Comment on peut faire parler un enfant qui ne parle pas? Comment on peut l'écouter pour que justement, pour assainir son intérieur, pour qu'il rentre dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle famille de façon plus sereine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le faire parler ou pas? S'il ne parle pas, on laisse des choses endormies. Oui, c'est-à-dire que de toutes les manières, on ne force pas. On va aller vers lui, voir qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi ses appréhensions, comment les choses... On peut aussi le préparer sur la suite des choses, c'est-à-dire effectivement, éventuellement, s'il y a mariage, voilà, comment nous allons vivre, comment Ada, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as des peurs par rapport à ça, bon, sans trop mettre l'accent là-dessus, mais de toutes les manières, à un moment, ça ressurgit. Et pouvoir surtout le rassurer par rapport à cette place qu'il a en tant que fils ou en tant que fille dans le cœur de papa ou dans le cœur de maman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui importe à un enfant. C'est de voir que sa place,
en tant qu'enfant, ben, elle est intacte, qui est une nouvelle femme ou une deuxième femme ou peu importe. C'est-à-dire que moi, ma place, elle sera toujours là. J'aurai toujours l'attention de ma mère ou toujours l'attention de mon père. Et donc, à partir du moment où l'enfant il est rassuré par rapport à ça, on peut éventuellement commencer à avoir un lien ou une relation ou une acceptation plus facile vis-à-vis du beau-parent. Est-ce qu'il y a aussi le risque d'en faire trop? Est-ce que vous voyez aussi des parents qui en font trop à force de vouloir rassurer? Ils vont mettre cet enfant dans une position où rien ne compte à part son avis, rien ne compte à part son bien-être. Oui. Et justement, certaines mamans s'emprisonnent justement pendant des années attendant l'approbation de l'enfant. Et ça me rappelle une maman qui a aujourd'hui 2 enfants de 21-22 ans et qui est toujours en train d'attendre l'approbation de son fils aîné. Pourquoi? Parce que pour refaire sa vie. Pour refaire sa vie. Et voilà. Et là, c'est vraiment le trop qui n'a pas d'intérêt ni pour l'enfant, parce que finalement, ce n'est pas son rôle d'accepter ou de ne pas accepter, ni pour le papa ou la maman qui pense que ça serait bon pour lui de refaire une nouvelle vie. C'est ça. Mais la démarche que vous proposez, c'est-à-dire en parler à l'enfance, quel que soit son âge, où il y a vraiment aussi des âges à respecter. Quand ils sont bébés, Rita, on ne dit rien? Bébé, c'est-à-dire si l'enfant, si le bébé il a 1 an, ça va être difficile de lui parler parce qu'il n'a pas encore acquis le langage et par conséquent la compréhension. Mais si l'enfant a 2, 3, 4 ans, ça veut dire qu'il comprend, eh bien on va lui parler avec un langage qu'il va comprendre. Mais on va surtout être dans le fait qu'il faut le rassurer sur le fait qu'il continuera de voir ses parents. C'est-à-dire que même si la famille va être recomposée, il continuera de voir son père et sa maman. Voilà. Avec un adolescent, c'est vrai que c'est souvent un peu plus compliqué et complexe parce que c'est déjà un âge où l'ado est naturellement rebelle, il remet tout en question, il forge son caractère, voilà. C'est vrai que c'est une tranche d'âge un peu difficile et là, ça peut être intéressant de faire intervenir un thérapeute. Un spécialiste en amont. Un spécialiste si ça ne marche pas. Surtout que vous avez, vous l'avez dit, certaines mamans qui peuvent tout mettre entre parenthèses. C'est vrai que c'est un autre sujet, ça, mais vous avez dit, en attendant l'approbation du fils ou de la fille, des enfants, mais vous avez aussi des parents et des mamans surtout qui vont mettre entre parenthèses le temps que l'adolescence passe. Ils sont à la porte de l'adolescence, des enfants, et ils se disent, bon, ben, je ne peux pas me lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau mariage, parce que mon enfant est pré-ado, est ado, et je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, pour éviter tout ça, c'est un choix. Oui. C'est un choix, mais est-ce qu'on peut se faire accompagner et puis, Moi, je dirais que ça dépend en fait de l'enfant. Parce que des fois, vous avez des ados, pré-ados, qui sont déjà eux-mêmes, après le divorce, après le divorce des parents, qui sont en difficulté. Alors, on a ces ados, difficultés scolaires, difficultés sociables, des fois ils sont en dépression, des fois ils vont vers tout ce qui est drogue, tout ce qui est produits addictifs, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà extrêmement vulnérables et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à accueillir une nouvelle famille. C'est ça. Voilà. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant déjà de traiter l'enfant et d'attendre aussi, et de se faire accompagner, d'attendre. Mais attendre, ce n'est pas 10 ans. Oui, d'accord. Alors ça, c'est le cas de figure. Ça, c'était, on va dire, ma première interrogation. L'autre, c'est une fois que l'on est sous le même toit. On est sous le même toit, nouveau couple, nouvelle famille, les enfants, les deux ont des enfants, d'accord ? Il faut que cette vie s'organise. Et en général, dans une famille, il y a une autorité parentale. Il y a un père, il y a une mère, et chacun a son rôle. Dans une famille recomposée, comment se joue la notion de l'autorité sur les enfants de l'autre? Est-ce que, là encore, ça se prépare? Ou bien c'est chacun sa chance? Parce que pour peu que ça se passe bien, eh bien, l'enfant va complètement accepter que le mari de maman ait une forme d'autorité sur moi parce que c'est juste normal. Ou bien c'est lieu à confrontation, aux disputes et tout ça. Donc la question, en quelque sorte, c'est de se dire, est-ce qu'on anticipe même ça à l'avance? Est-ce qu'on met en place des règles de conduite? Et est-ce qu'on met en place aussi le système d'autorité parentale, Soraya? Oui, en fait, il est intéressant en fait, de se mettre d'accord.
Si on peut vraiment mettre Si ça... on peut le faire. Si on peut le faire, c'est-à-dire se mettre d'accord au préalable sur un certain nombre, parce que là, ça y est, on vit ensemble, Oui. on est ensemble, on est sous les mêmes toits, il y a des règles à respecter, il y a des choses à mettre en place. Donc, si on peut vraiment trouver le temps d'en discuter, de voir voilà, comment on réagira face à un certain nombre de situations qu'on sait, parce que par exemple, on a nos enfants qu'on a ramenés avec nous et on sait comment ils réagissent. Donc, on se met d'accord sur comment réagir, comment il est important qu'on soit d'accord, ne serait-ce que devant les enfants. Et c'est après, si on a quelque chose là où on n'est pas vraiment d'accord et on peut régler ça entre nous et voir comment on peut être aligné. C'est-à-dire que ce serait important. Maintenant, si ça ne se fait pas, à un moment, ça va nous rattraper. C'est ça. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de poser un certain nombre de règles déjà entre nous, couples, de dire voilà comment les choses... Mais il faut le faire, à votre avis, il faut avoir cette honnêteté vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des enfants de l'autre, et de se dire, bon, écoute, on a décidé de se remarier, de se marier, d'avoir une famille recomposée, maintenant, c'est un autre fonctionnement. Et justement, est-ce que c'est un autre fonctionnement? Oui. Tu as tes enfants, j'ai les miens. Quand je dis c'est un autre fonctionnement, c'est-à-dire que l'autorité, elle ne va pas être naturelle. Pas comme, par exemple, quand c'est mes enfants, c'est leur père, je suis la mère, et naturellement, l'enfant, à un moment, il me suit. Là, on est dans un cas de figure de recomposition. C'est ça. Il est important qu'on Il faut d'abord que l'enfant adopte l'autre. Adopte pour pouvoir l'autre. le suivre. Et puis sur quoi, en fait, l'autorité, elle va être sur quoi? C'est-à-dire, il y a des grandes lignes par rapport à l'enfant, mon enfant, de ses études, de son avenir, un certain nombre de choses que peut-être je discuterai plus avec sa mère, et des règles de fonctionnement, par exemple, sous le même toit. C'est ça, surtout les règles de fonctionnement. Oui. C'est-à-dire, parce que c'est très subjectif, ça aussi. Chacun son bagage. Oui, chacun son bagage. Et puis maintenant, comment on fait pour recomposer tout ça? Exact. Rita, pardon. Oui. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on sous-entend quand on parle de recomposer, c'est composer avec quelque chose qui, à la base, est décomposé. Oui. Donc, en fait, réellement, ce sont 4 familles qui vont se remettre ensemble. Ce ne sont pas 2 familles. Parce que ces enfants-là, les enfants du futur beau-père, par exemple, ils ont un papa et une maman et des grands-parents. Les enfants de la maman, pareil. Donc, ça veut dire que chacun des enfants arrive avec un bagage éducatif, avec des idées, des croyances, une façon de faire. Donc, c'est vraiment, ils sont porteurs de valises. Donc, ils arrivent avec une façon de faire. Personnellement, moi, j'invite souvent les parents et les parents de familles recomposées, les deux, à prendre le temps de poser un carnet, une feuille, ce que vous voulez, et de se mettre d'accord sur les règles éducatives. Alors, ça paraît banal, mais ça ne l'est pas, parce que déjà, les parents tout seuls, eh bien, ils viennent de 2 milieux différents. Et ce qui est normal, c'est qu'ils ont 2 perceptions et 2 façons de voir les choses qui sont différentes. Et c'est quelque chose qui, quand des fois ça se fait en thérapie, ça prend 2-3 heures. C'est-à-dire que, voilà, et il y a des intrications, moi je ne suis pas d'accord pour ça, etc. Alors, on s'imagine bien que dans une famille recomposée, il y a des attentes aussi, au-delà des règles éducatives. Donc, il faut se mettre d'accord sur ces choses-là et il faut avoir l'honnêteté de dire ce qu'on est en mesure de donner à ces enfants-là et ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Parce que, voilà, on n'est pas toujours capable de tout faire. C'est ça, même avec ses propres enfants d'ailleurs. Même avec ses propres enfants, justement. Il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Voilà, il faut avoir l'honnêteté de se dire quelles sont nos limites et qu'est-ce qu'on peut apporter aussi. Voilà. Après, on revient sur le facteur de l'âge. Parce qu'un enfant qui est jeune, qui aura le temps de construire une relation privilégiée avec la belle-mère ou le beau-père, sera un peu plus consentant et on va dire qu'il acceptera les règles de manière plus facile. Quand on est dans une famille recomposée et qu'on a un adolescent de 16-17 ans, c'est toujours un peu plus compliqué parce que le beau-père ou la belle-mère n'a pas sa place. C'est celui qui est venu voler la place de la maman ou du papa. Donc, quand la famille se recompose alors que les 2 parents des 2 côtés se sont remariés, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on a une maman, par exemple, qui va se remarier alors que son papa... Son mari n'est pas... Il n'est toujours pas engagé, c'est toujours très difficile parce que dans le fantasme de chaque enfant, chaque adulte aussi, je dirais, il y a toujours l'envie et le désir de reconstruire la famille initiale.
Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que ça va, ce rendez-vous d'aujourd'hui ne va pas nous suffire, tellement les cas de figure sont différents. Mais on va marquer une courte pause, ça c'est obligatoire. Et on revient pour continuer la discussion. À tout de suite. Sur Média TV, on continue notre discussion avec les spécialistes sur la famille recomposée. Y a-t-il un mode d'emploi? C'est véritablement ce qu'on essaie de développer aujourd'hui. Visiblement, selon les professionnels, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a des choses qui sont nécessaires à mettre en place, des règles, des concessions, des mises au point aussi. Tout à l'heure, on aura avec nous Salah Hay, elle est orthophoniste, on parlera du retard de langage, mais pour l'heure, on retrouve Rita Alami et Soraya Idrissi. Mesdames, merci beaucoup d'être là pour ce sujet-là. Alors, vous disiez il y a quelques instants, Rita, il faut absolument mettre le doigt et avoir l'honnêteté de dire ce que l'on peut faire vis-à-vis de ses enfants, des enfants de son conjoint, et ce qu'on ne peut pas faire. Et est-ce qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire à l'autre, voilà ce que j'accepte que tu dises, ou voilà comment j'accepte que tu interviennes sur mes enfants, et ce que je ne tolère pas du tout. Peut-être qu'à tort ou à raison, mais voilà, au moins se le dire. Est-ce que c'est important ça aussi, Soraya? Ça a le mérite d'être clair. Enfin, au moins, on sait, là où on va. Sur quels sont les terrains que je peux franchir, ou les limites que je peux franchir avec tes enfants et ceux que je ne peux pas franchir. Maintenant, j'ai aussi le droit de ne pas, c'est-à-dire d'avoir besoin d'une certaine autorité sur ces enfants-là parce qu'ils sont on est sous le même toit. Mais pourquoi on peut avoir besoin de cette autorité? Pour peu, par exemple, on va prendre l'exemple d'un couple, le mari voyage beaucoup et l'épouse reste plus souvent à la maison. Bon, elle travaille aussi, mais on va dire elle est plus présente à la maison. Et forcément, à un moment ou à un autre, elle se retrouve avec ses enfants et les enfants de son conjoint. Et donc, il y a des règles à faire respecter. Il y a des heures de sortie, il y a des heures d'entrée, il y a des heures du coucher, il y a toutes ces choses-là. Donc, pour les faire respecter, quand le père n'est pas là, il faut une certaine autorité parentale. Oui. Donc, oui, en fait, mais c'est pour ça qu'en fait, on parlait tout à l'heure de les règles de fonctionnement dans une maison. C'est des règles sur lesquelles on devrait quand même être d'accord. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce genre de règles qu'on va mettre de côté? Non, ça, j'aimerais pas que tu abordes ça avec mes enfants, alors qu'effectivement, je vais me retrouver dans ce genre de situation où je suis face à eux et que j'ai besoin d'avoir une certaine autorité. Donc, voir aussi les cas de figure. C'est une discussion, c'est-à-dire on ne tranche pas en termes d'éducation de ces enfants-là. On est en train de discuter et puis surtout, au fur et à mesure de l'expérience, il y a des choses qui sont là, qui se mettent en place et à ce moment-là, on trouve un moyen, on recadre. Oui, d'autant plus qu'en fait, on est passé par l'expérience du mariage, de la vie de famille. Donc, on sait à quoi s'attendre. On sait... On connaît un peu plus, en fait, c'est pas une grande découverte, c'est pas nécessairement. On découvre pas pour la première fois la vie de famille, la vie à deux. On est passé par une expérience, donc on connaît un petit peu le terrain. Oui, sauf qu'on ne connaît pas tout le terrain. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on oublie que cet enfant-là, derrière, il a un papa ou une maman. Alors, quand on va dire que le divorce, quand il se passe convenablement, parce qu'il ne se passe, je pense, jamais bien, quand ce n'est pas trop dramatique et que les parents arrivent à faire le deuil, ils acceptent quelque part que l'autre puisse refaire sa vie. Mais quand ça n'est pas le cas, ce qui se passe, et c'est ça que moi je vois beaucoup au cabinet, c'est qu'on va faire du remplissage de crâne à l'enfant en lui disant... Et ta belle-mère, c'est ceci, c'est cela, enfin tous les gros mots possibles et imaginaires. Si ton papa s'est remarié, c'est parce qu'elle était là, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et l'enfant, dans ce cas-là, il est dans une très mauvaise position. Et il est dans ce qu'on appelle une position de loyauté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'investir émotionnellement avec ce nouveau beau-parent, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire, dans sa tête à lui, qu'il n'aime plus son papa ou sa maman. Donc voilà, pour revenir sur les règles et les lois et l'éducation, la belle-mère ou le beau-père va tout faire effectivement pour faire comprendre ça à l'enfant. Mais si derrière on a quelqu'un qui contrebalance tout le travail, ça se complique. Exact. Mais si on devait vraiment, encore une fois, être
très terre à terre, en respectant bien sûr la confidentialité des cabinets. Qu'est-ce que vous disent le plus souvent ces enfants? Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce qu'ils en veulent à leurs propres parents d'avoir refait leur vie? Ou est-ce qu'ils en veulent à la belle-mère ou au beau-père? Et qu'est-ce qui manquerait pour que la relation se passe bien? Alors, ce que j'entends très souvent, alors étonnamment, c'est pas du tout qu'ils en veulent ni au beau-père ni à la belle-mère. Ce que j'entends, c'est, et ça c'est pas plus tard qu'hier, c'est j'ai pas vu papa il y a 3 mois. C'est j'appelle papa au téléphone, j'appelle maman au téléphone, elle ne répond pas. Dernièrement, j'ai vu une patiente qui n'a pas vu sa maman depuis 2 ans. Ils habitent la même ville. Donc ça, c'est ça que l'enfant réclame très souvent, c'est OK, ils ont divorcé, mais moi j'existe. Et moi j'ai besoin de voir papa et j'ai besoin de voir maman. Et très souvent, voilà, quand il y a des difficultés, ce qu'on fait, c'est qu'on va jeter la faute sur la belle-mère. L'enfant va mal parce que on a recomposé une famille. On ne va pas chercher ce qui se passe au fond de l'enfant. C'est ça. Et souvent, le problème, il est ailleurs et il faut aller chercher ce qui se passe. On n'est pas là, bien sûr, pour faire un procès à ses parents, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parent, père ou mère? Et souvent, on reproche ça au père, mais visiblement, les mères aussi peuvent le faire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parent qui va couper les ponts carrément avec son enfant, son propre enfant? Vous avez une réponse, mesdames? J'ai l'impression que la question vous gêne, vous bloque. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant, Soraya? D'un parent, en fait, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parent après un divorce. C'est comment il gère, comment il a géré le divorce, comment il a digéré, s'il a digéré le divorce, et son angoisse par rapport à son enfant, c'est-à-dire quel regard il porte sur lui en tant que parent, est-ce qu'il se sent capable de donner à cet enfant-là. Donc en fait, c'est souvent ce qu'il y a, c'est que, sans vouloir généraliser, mais en tout cas, on trouve certains cas de pères ou de mères qui ne se sentent pas capables ou à la hauteur pour pouvoir donner ce qu'il y a à donner à un enfant. Bon, c'est clair, à tort, parce que de toutes les manières, juste sa présence en tant que mère ou en tant que père, en soi, c'est tout ce dont il a besoin, l'enfant. C'est de se sentir aimé, de se sentir apprécié, de se sentir... voilà. C'est ça qui justifie en quelque sorte une forme de fuite? Une forme de fuite, Oui, en fait, comme elle le dit, il y a vraiment plusieurs cas de figure. On a certains parents qui sont aussi en souffrance, des dépressions qui passent profondes, qui passent inaperçues et qui vont faire inconsciemment le choix vraiment d'oublier l'ex-conjoint avec ce qui vient avec. tout ce qui allait avec. Voilà. Plus souvent, ce que je rencontre plus souvent, c'est que le divorce se passe très mal, la séparation se passe très mal. Il y a de la haine. De la haine qui s'est vraiment, j'allais dire, agrémentée de conflits, qui fait qu'au moment du divorce, ce qui va suivre, c'est vraiment comment je vais faire pour détruire l'autre. Comment je vais faire pour que mon mari sente que sans moi, il ne pourra pas vivre. Comment je vais faire pour casser ma femme au maximum possible pour qu'elle ne puisse pas survivre sans moi. Et donc, en fait, très souvent, qu'est-ce qu'il y a au milieu entre nous? C'est des enfants. Il ne reste que l'enfant. Ça devient une corde et chacun tire de son côté. Et on sait que quand l'enfant ne voit pas son papa ou sa maman, il est en souffrance. Et très souvent, mais vraiment très souvent, ça va se répercuter sur les résultats scolaires. Exact. Et des fois, ce symptôme qui est de mauvaises notes, enfant à gros problèmes comportementaux, agressivité, etc., tous ces symptômes sont des symptômes d'appel à l'aide. Mais c'est aussi des symptômes qui peuvent être utilisés par certains conjoints pour embêter l'autre. Ok. C'est vrai que ça, c'est un autre sujet, mais forcément, dans la discussion, c'est venu, donc on ne pouvait pas zapper, comme on dit, rapidement. Pour cette histoire de famille recomposée, donc si j'ai bien compris, il n'y a pas véritablement de mode d'emploi, mais il y a une discussion à avoir. Il y a une discussion. Quand on a envie de mettre, ça c'est aussi important peut-être, quand on se met d'accord pour avoir, entre guillemets, cette réunion de travail, de mise au point de notre plan d'action, comment on va gérer cette petite tribu qui se constitue. Est-ce qu'on inclut dans l'échange, dans la discussion, les enfants? Et donc, à ce moment-là, la prise de décision se fait par consentement général, par échange général, ou bien nous deux, hommes, enfin père, mère, on discute, on met tout ça au point et on vient exposer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il y a d'abord les adultes entre eux qui se mettent d'accord. Après, c'est-à-dire
avec un certain nombre de propositions et une certaine ouverture. C'est clair, il y a une souplesse. On ne veut pas... C'est ce que vous prônez, il faut qu'il y ait une souplesse. Qu'il y ait une souplesse, ce n'est pas un régime militaire, on est en train de recomposer une famille. C'est ça. Et ensuite, avec un certain nombre de propositions, voir avec les enfants qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient mettre en place un certain nombre de règles et comment on pose le cadre. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un contrat? C'est-à-dire vraiment le faire aussi d'une manière assez ludique et assez... Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein. Peut-être quand tout se passe bien, quand on s'est tous acceptés d'emblée dès le départ. Ça peut arriver, bien sûr. Oui. On peut s'accepter. Mais il peut y avoir aussi... il peut y avoir ce ressenti, le décès d'une mère, le décès d'un père, parce que là, on a beaucoup parlé du divorce, bien sûr. du cas du divorce, mais quand il y a eu décès aussi, est-ce que c'est un cas de figure particulier? Je sais qu'il nous reste 2 minutes et c'est un point très important. C'est un cas de figure particulier? Oui, c'est on consacrera peut-être une émission... C'est particulier, je dirais que c'est un peu plus facile, D'accord. parce que l'autre n'est plus là. D'accord. Ok. L'autre n'est plus là, mais bon, il y a aussi toute l'absence. Bien sûr, il y a l'absence affective, sur mais il n'y a plus l'espoir Espoir. de remettre ensemble papa et maman. D'accord. Alors, ça, ce que vous dites, cette discussion, c'est vraiment quand tout se passe pour le mieux. Maintenant, lorsqu'il y a rejet de l'autre, lorsqu'il y a rejet de ses règles, lorsqu'il y a... C'est quoi? C'est des appels au secours? C'est le symptôme du mal-être. C'est le symptôme. C'est que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la dynamique familiale. Mais c'est la faute de personne, en fait. Oui, justement, c'est la faute à personne. C'est qu'il y a quelque chose dans cette dynamique qui ne marche pas. Il y a souvent des choses qui sont sous-jacentes. C'est ça. Et il faut aller chercher, et ça c'est le travail des spécialistes. Et ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. C'est des choses qui se font assez rapidement, quoi. Mesdames, merci beaucoup pour votre sincérité, votre honnêteté, tout ce que vous avez pu apporter à nos téléspectateurs aujourd'hui. Rita Alami, psychologue clinicienne, et Soraya Drissi, coach et hypnothérapeute. Je vous libère. Merci. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour une autre interview. À tout de suite. Et notre interview à présent porte sur le retard du langage. On fait le point avec une orthophoniste. Sarah Haï a fait le déplacement jusqu'à nos studios ici à Médiane TV. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, Sarah. Tout plaisir est pour moi. Alors, on va parler de ce retard du langage chez les enfants. À partir de quel âge faut-il commencer à penser à consulter? Quelle prise en charge? Ce que ça peut révéler, tout ça en détail avec vous pendant ces quelques minutes d'échange. Donc, un retard du langage, vous les spécialistes, les orthophonistes, vous posez le diagnostic à partir de quel âge? Alors, il faut savoir que le retard de langage n'a pas vraiment d'âge précis. Ceci dit, c'est toujours avant 5 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 ans, on parle d'autre chose. On parle de trouble et non pas de retard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un retard de langage, c'est quoi? C'est vraiment un décalage chronologique par rapport au développement du langage de l'enfant et de son âge. Alors, un enfant, par exemple, qui a, je ne sais pas, qui a 2 ans, mais qui est toujours au niveau de vraiment des mots très, très faibles ou n'a pas encore développé des mots, on peut dire que c'est un retard de langage, même s'il n'a que 2 ans. D'accord. C'est précoce. Mais voilà, qui pose le diagnostic? Qui dit il a un retard de langage? Parce qu'à ce moment-là, on va le détailler dans un petit moment, mais à cet âge-là, vers 2 ans, on ne pense pas encore à emmener l'enfant chez le spécialiste. Effectivement. Alors, ce qu'il y a, c'est que les parents généralement s'inquiètent, surtout la maman, parce qu'on voit que l'enfant vraiment n'y va pas au rythme des autres enfants qu'on voit, surtout s'il va à la crèche, surtout si on a des cousins, de la fratrie, tout ça. On voit que vraiment le développement, il est ralenti, il est lent par rapport à ce qu'on voit tous les jours. Alors, les parents doutent. Il y en a ceux qui consultent, qui osent consulter à cet âge, qui demandent, qui cherchent sur Internet. Mais ce qui est important, c'est que quand on doute, il faut vraiment aller vers l'orthophoniste d'abord, ou bien aller chez le pédiatre qui va pouvoir vous orienter. Pourquoi? Parce que des fois, on a au-delà d'un retard de langage, on peut avoir d'autres choses, comme par exemple une surdité qu'on n'a pas pu diagnostiquer avant. Donc c'est un enfant peut-être qui n'entend pas. C'est peut-être des signes d'un trouble envahissant du développement ou d'un trouble spécifique. Donc ça peut aller au-delà du retard de langage. Donc, soit on y va vers le pédiatre en premier lieu, soit venez chez l'orthophoniste automatiquement et puis il y aura de l'orientation par la suite. D'accord, mais justement, vous dites c'est à partir de 5 ans
que le diagnostic définitif est posé. Au-delà de 5 ans, si j'ai bien compris. Alors, avant 5 ans, on parle d'un retard de langage. Après 5 ans, Après trouble. 5 ans, on parle de troubles spécifiques du langage. On ne D'accord. parle plus de retard de langage. Mais vous dites à quel moment il faudrait finalement consulter? Parce que vous avez donné l'exemple des 2 ans, si l'enfant est encore, le bébé est encore dans les babillages, Oui. alors qu'il est supposé faire des petites phrases. Alors, à 2 ans, normalement, l'enfant, il a déjà acquis, à vrai dire, une cinquantaine de mots qu'il peut déjà utiliser avec des mots-phrases. C'est-à-dire, C'est ça. ne serait-ce que manger, par exemple, ou dodo, ou des choses comme ça, Ouais. et qu'il comprend. Il faut savoir que le retard de langage ne touche pas que l'expression, il touche aussi la compréhension. C'est-à-dire que c'est des enfants qui auront du mal à comprendre même nos consignes, ne serait-ce même s'ils sont simples. D'accord. Juste le fait de, C'est pas un par enfant exemple, têtu. viens ici. Non, ça n'a rien à Rien voir à avec, ça n'a rien à voir avec le comportement. C'est vraiment qu'on voit que l'enfant, il est en difficulté, il n'est pas en mesure de détecter ou de décoder notre message langagier, ni à exprimer ce qu'il a dans les idées, dans la tête. Et généralement, c'est des enfants qui n'ont pas vraiment des retards intellectuels, parce que quand on est dans un profil de retard, c'est vraiment différent. C'est qu'on voit que l'enfant développe un retard à tous les niveaux, au niveau psychomoteur, au niveau langagier. Alors, un enfant qui a qu'un retard de langage, c'est un enfant qui comprend généralement, qui s'est développé d'une manière qui est tout à fait normale, mais qui quand même traîne avec des difficultés au niveau du langage. D'accord. Mais alors, pour simplifier tout ça aux parents, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge précis, il n'y a pas un mode d'emploi. Quels sont ces petits éléments auxquels ils devraient faire attention Exact. à un âge ou un autre, différents cas de figure, qui devraient peut-être leur mettre la puce à l'oreille et ne pas banaliser Exactement. la chose. Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent nous révéler un petit peu l'existence d'un retard de langage. Tout dépend de l'âge. Hein. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui, par exemple, avant 1 an, on ne voit pas de sourire, et qui n'est pas là avec notre contact visuel, le babillage, vous savez que le babillage, ça apparaît avant 1 an, donc le babillage, on l'a pas, c'est bababa, mamama, ces accidents-là et ces utilisations accidentelles de la voix ne sont pas là. Donc forcément, il faut s'alarmer. Déjà. Déjà. Avant 1 an pour ça. Voilà. Alors, il faut s'alarmer. Pourquoi? Parce que là, on peut parler d'un problème de surdité, d'un problème au niveau de l'audition. Parce qu'un enfant, normalement à cet âge, doit déjà s'alarmer au bruit sonore. On claque la porte, il va se tourner. Ou on peut être dans le diagnostic d'un trouble spécifique développemental, un TSA ou un autisme. Donc déjà, à cet âge-là, il y a ces petits signaux et il faut aller investiguer dans ce Il faut chercher, il faut voir. Là, généralement, les parents vont toujours vers le pédiatre. C'est vraiment la première porte que frappent les parents, c'est les pédiatres. Donc c'est pour ça que les pédiatres doivent être un petit peu plus alarmés pour qu'on puisse un peu faire un bon diagnostic à cet âge, parce que c'est l'âge pour moi qui est un petit peu critique, vu que le diagnostic ne peut pas être qu'un simple retard de langage. Tout à fait. Alors, au-delà de 1 an... Et la prise en charge est meilleure puisqu'elle est rapide, en fait. Alors, on n'arrêtera jamais d'insister sur la précocité de la prise en charge. Il faut savoir qu'avant, on nous disait qu'on ne prend pas de prise en charge, on ne prend pas les enfants avant 4 ans. Sauf que... Aujourd'hui, avec le développement, avec l'évolution de la science et l'évolution des enfants en eux-mêmes, alors on commence à prendre précocement les enfants pour avoir un résultat qui est meilleur. Parce qu'on joue sur la plasticité cérébrale des enfants. Et donc, du coup, au lieu de faire une rééducation de 3 ans ou de 4 ans, on peut faire une rééducation de 1 an. Donc, du coup, on minimise aussi le suivi et la prise en charge. Et aussi les difficultés que va ressentir l'enfant au niveau aussi psychologique. Exact. Ça, c'est avant 1 an. Oui. Ensuite. Alors, au-delà de 1 an, ce qui peut se passer, c'est des enfants qui ne vont pas commencer à développer leur langage. Alors, on n'aura pas l'appel papa, maman, on aura vraiment des mots qui vont venir, soit ils vont être très perturbés, ça va être du jargon, ce qu'on appelle nous du jargon, c'est que le parent va vous dire, il dit des choses, mais je ne comprends pas. On ne peut pas les déchiffrer, d'accord? Donc, vraiment des mots très, très pauvres ou pas de mots, carrément. On a des enfants à 1 an et demi qui ne prononcent aucun mot. Mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire que c'est grave, parce qu'il y a des enfants dans ce cas-là. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut savoir que chaque enfant a un rythme d'évolution qui est tout à fait propre à lui. Aujourd'hui, c'est prouvé que les garçons évoluent ou se développent un peu plus lentement que les filles. Donc, on trouve plus de difficultés, plus de retard de langage chez les garçons que chez les filles. Mais moi, je vous dis des signes qui doivent alarmer. Ce n'est pas forcément aller consulter. On peut s'alarmer en gardant l'œil sur l'enfant pendant cette année-là. On peut stimuler l'enfant encore plus. Peut-être qu'il y a un défaut de stimulation ou peut-être que c'est un enfant qui a besoin d'encore plus d'interaction au niveau de la maison, de l'école, s'il va en crèche et tout ça.
Peut-être que c'est dû à une surconsommation de la télévision. Et dans ce cas-là, je dis aux parents que normalement, pas d'écran avant 3 ans. Et donc, il faut chercher un petit peu c'est quoi la cause. Si la cause n'est que environnementale, sociale et que l'enfant a besoin de son rythme pour évoluer, on peut le pousser à travers ça. Mais il y a des investigations qui sont faites avant. Bien sûr. Toujours, il faut vérifier le côté audition. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que les parents vraiment laissent passer ça parce que c'est très important. Des fois, on a l'impression que l'enfant, il entend parce qu'on claque la porte, il se retourne, mais il ne déchiffre pas, il ne décrypte pas le langage humain. C'est parce qu'il y a des fréquences qui sont spécifiques pour la compréhension du langage. Et vers cet âge-là, vers 2 ans, c'est possible de faire ces investigations Bien sur un sûr, enfant? il faut savoir que normalement, à l'étranger, les investigations se font dès la naissance. Hein. C'est-à-dire qu'on fait un PEA déjà à partir de la naissance. Dans certains pays voilà. Mais européens. aujourd'hui, aussi au Maroc, on est dans cette mesure-là. C'est-à-dire que le diagnostic de la surdité commence à se faire précocement. On a même des enfants qui sont implantés à partir de l'âge de 5 mois, 6 mois. Et donc, l'implant cochléaire. L'implant cochléaire. Et donc, on a de très bons résultats. C'est des enfants qui sont dans l'école normale. On ne parle plus d'école spécifique pour ces enfants, qui évoluent très très bien. Et d'ailleurs, une bonne insertion sociale par la suite. Tout à fait. Donc, ça, c'est vers 2 ans. Ensuite, vers 3 ans? Alors, entre 2-3 ans jusqu'à 3 ans et demi, il faut savoir que ça, c'est l'âge de l'explosion du langage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant, là, il commence à user de toutes ses capacités pour qu'il puisse exprimer ses désirs. Et vers aussi, l'âge de 3 ans, c'est ça? Entre 2 à 3 ans. Entre 2. C'est l'explosion. Alors, on voit que vraiment, le vocabulaire commence à s'enrichir énormément. C'est un enfant qui va développer énormément de mots. Vous allez voir qu'il va commencer à répéter des mots à gauche et à droite parce qu'il les entend à l'école, à la crèche. Vous allez même vous demander d'où est-ce qu'il a ramené ce mot-là. Peut-être qu'il l'a entendu juste chez les grands-parents. Alors là, c'est vraiment l'âge qui est très, très important. Et pourquoi? À travers cette explosion langagière ou l'explosion du vocabulaire, l'enfant va passer vers la phrase de 2 mots, par exemple. Il va commencer à dire, par exemple, papa, dodo. Donc là, il va commencer à utiliser 2 mots pour essayer de formuler ou d'exprimer ses désirs ou bien ses idées. Alors, ce qui doit se passer là, à cet âge-là, c'est que les parents doivent rester très attentifs. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui va dire baba dodo, il faut lui dire ah oui, tu veux dire papa, il veut faire dodo. Donc, on le fait passer vers la phrase qui est complète. Et c'est ça la stimuler. Voilà. Sinon, on va tomber dans le sens inverse, c'est qu'on va avoir un enfant qui a un langage bébé. Exact. Et un enfant qui a un langage bébé, c'est un enfant qui va à 4 ans me dire encore titi, mimi, nini, dodo. D'accord. Chose qui est vraiment pas acceptable à cet âge, ni à un âge avant, généralement. Ça doit s'arrêter vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, grand maximum. D'accord. Mais on dit que dès le départ, il faut parler à un enfant comme on parlerait à un adulte. Effectivement, moi je dis toujours aux parents, c'est vrai qu'il faut se baisser déjà à son niveau, mais sans pour autant, physiquement et aussi au niveau expressif, mais sans pour autant tomber dans le piège du bébé. Hein. C'est vrai que c'est des enfants qui ont besoin de facilité. Oui, je dirais dodo, mais lui, il va dire dodo et moi, je vais dire on va dormir. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est ce qui va faire en sorte que lui, il va intégrer, parce qu'ils ont une mémoire incroyable à cet âge-là. Ils sont dans la capacité d'intégrer et de mémoriser beaucoup de mots, beaucoup de langages. Et donc, ces enfants-là vont par la suite user de ce qu'on leur a donné auparavant pour qu'ils puissent un petit peu les utiliser eux-mêmes. Donc, on est leur modèle. Si le modèle est quand même bien formé et bien informé, c'est ce qui est important, on aura des enfants qui vont, chez qui on va diminuer un petit peu ces retards et ces difficultés de langage par la suite. Alors, c'est vrai qu'on ne dispose pas malheureusement de statistiques officielles, mais si on devait se baser sur votre expérience à vous au sein de votre cabinet, lorsque, avant 5 ans, les parents avec les enfants viennent consulter, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce que c'est une simple inquiétude et donc on balaye l'inquiétude d'un revers de la main, on laisse l'enfant se développer normalement, ou bien c'est une surdité, ou bien c'est un autre trouble qui est sous-jacent? Alors écoutez, avec mon expérience qui est quand même, si je veux dire, minime, alors les parents généralement, quand ils viennent consulter, ils s'inquiètent. Quand les parents s'inquiètent, c'est qu'il y a quelque chose. Surtout, je dirais toujours, surtout la maman. Ils ont le flair de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui sont dans le déni, qui sont poussés par l'école, qui sont poussés par les grands-parents, qui sont poussés par le médecin, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors généralement, quand les parents viennent consulter, ou dans la majorité des cas que j'ai dans mon cabinet, quand ils viennent consulter, on retrouve quelque chose qui n'est pas vraiment, qui est un petit peu pathologique. Alors généralement, c'est des retards de langage. Aujourd'hui, on parle de beaucoup plus de retards de langage, de troubles de comportement liés à la surconsommation de la télévision, et on a beaucoup parlé sur ça. C'est la cause maintenant, si on veut dire, si c'est sur une semaine, je vais recevoir 5 patients, ça va être 4 patients sur 5 dus à la surconsommation de la télé. Ils ont développé des troubles de comportement, ils ont développé des retards de langage qui sont quand même majeurs. D'accord. Dans d'autres cas, on peut trouver des petites surdités qui sont cachées, qui n'ont pas été diagnostiquées, ou tout simplement pour
toujours ne pas faire peur aux parents. Il peut y avoir juste un petit bouchon au niveau de l'oreille qui a empêché que l'enfant évolue, ou bien des otites qui n'ont pas été bien traitées. Et dans ce cas-là, on a des enfants Mais qui ça reste ont... rassurant, parce que même la surconsommation de télé, vous les spécialistes vous dites, Oui. une fois qu'on arrête, eh bien, Exactement. tous les symptômes disparaissent. Alors, ça ne disparaît pas miraculeusement, Non. il faut faire attention parce que si un enfant a consommé pendant 2 ans non-stop la télé, alors on aura on en a parlé, vous vous rappelez qu'on a dit que quand même des enfants qui surconsomment de la télévision, on a même des enfants qui ressemblent au diagnostic d'un enfant autiste. On a C'est des ça, enfants tout qui à sont fait. mal diagnostiqués. Exactement. Donc, avec une bonne prise en charge de l'enfant, avec un bon suivi, avec une bonne guidance parentale, parce que c'est ça la clé de la bonne prise en charge, c'est que les parents doivent être informés de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et Voilà, merci d'avoir accepté exactement. notre invitation. Salah Haye, orthophoniste à Casablanca. Merci beaucoup, madame. Merci à toi, Yasmine. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. C'était un plaisir de faire cette émission entièrement pour vous sur Média TV. Et à très très vite. Au revoir.